L'Europe s'est réveillée dans le noir. 40% de sa production stoppée, 600 millions d'Africains encore sans lumière. En coupant le robinet du gaz, l'Afrique a inversé des décennies de dépendance et rappelé une vérité oubliée. Celui qui possède l'énergie décide du rythme du monde. Ibrahim Traoré interroge alors: comment un continent si riche a-t-il pu rester dans l'obscurité? Ce geste brutal, mesuré en heures, mais ressenti comme un siècle, marque la naissance d'un nouvel ordre énergétique. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse une simple coupure de gaz. C'est la promesse d'un monde où l'Afrique n'est plus spectatrice de son destin, mais actrice de sa propre puissance énergétique. En redéfinissant les règles, le continent promet à ses citoyens un accès équitable à l'électricité, un levier de développement et de souveraineté. Cette rupture n'est pas un accident. Elle annonce une réécriture profonde des rapports économiques entre Nord et Sud. Mais chaque révolution a un prix. L'Europe vacille entre panique et adaptation, tandis que les marchés cherchent un nouvel équilibre. Les enjeux sont titanesques: sécurité énergétique, stabilité industrielle, confiance géopolitique. Ibrahim Traoré, symbole de cette mutation, rappelle que sans autonomie énergétique, aucune indépendance politique n'est durable. L'Afrique s'avance donc sur une ligne de crête: bâtir une justice énergétique sans plonger dans le chaos. Le pari est immense, mais il ouvre une ère où le pouvoir ne se mesure plus en barils ni en pipeline, mais en contrôle du futur. Le 24 avril, à l'aube, 3 nations africaines, le Nigeria, l'Algérie et l'Angola, ont simultanément fermé les vannes du gaz vers l'Europe. En moins de 6 heures, les bourses de Paris, Milan et Francfort perdèrent jusqu'à 8%, et l'Allemagne activait l'état d'urgence énergétique. Ce mini-révélateur statistique suffit à dévoiler la profondeur du basculement. L'Afrique venait de reprendre la main sur la ressource la plus stratégique du siècle. Pendant des décennies, les flux gaziers avaient suivi une logique coloniale inversée. Le Sud produisait, le Nord consommait. Les contrats, souvent rédigés à Bruxelles ou à Londres, garantissèrent des prix bas pour les Européens et des retombées dérisoires pour les Africains. Derrière chaque mégawatt, une inégalité se consolidait. Ibrahim Traoré, témoin et analyste de cette ère nouvelle, explique que ce renversement n'est pas un coup de colère, mais une stratégie mûrement réfléchie. Les États africains, unis par une même volonté, ont compris qu'ils ne pouvaient plus échanger leurs ressources contre des promesses. La dépendance européenne s'est transformée en levier politique. En coupant le gaz, l'Afrique ne punit pas, elle négocie. Le message est clair: avant d'alimenter le monde, elle doit alimenter ses peuples. Les rues de Berlin, Rome et Paris sont devenues le miroir d'une vulnérabilité longtemps niée, celle de Lagos ou d'Ouagadougou, le symbole d'un réveil collectif. Ce contraste brutal dessine les contours d'une ère post-coloniale énergétique où le pouvoir circule désormais depuis le Sud. Au cœur de cette transformation, une figure incarne la bascule: Ibrahim Traoré, jeune chef d'État burkinabé devenu porte-voix d'une Afrique décidée à maîtriser son destin. Dans ses discours comme dans ses actes, il relie l'énergie à la dignité. Pour lui, l'électricité n'est pas un produit d'exportation, mais une arme d'émancipation. Ce cadre idéologique inspire les dirigeants du Sahel, qui voient dans la souveraineté énergétique la clé d'une indépendance véritable. Les premières décisions confirment cette orientation. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé la création d'un fonds commun pour investir dans les infrastructures électriques régionales. À Ouagadougou, des ingénieurs formés localement supervisent déjà la modernisation des réseaux à partir d'énergie solaire. Cette dynamique, à peine amorcée, provoque un effet domino. Les populations perçoivent un changement tangible. Moins de coupures, plus de projets communautaires, un sentiment nouveau d'autonomie. Face à cela, les chancelleries européennes hésitent entre coopération et inquiétude. Car chaque progrès africain déplace un centre de gravité économique et politique. Traoré l'a résumé en une phrase: l'Afrique n'a pas besoin de permission pour s'éclairer. Ces mots, repris dans les médias du continent, résonnent comme un manifeste. Ils cristallisent une conviction simple: si l'Afrique veut être respectée, elle doit d'abord s'alimenter elle-même. Le symbole est devenu moteur, et le moteur, déjà, modifie la trajectoire du monde. Tout a commencé à 6h12, heure de Lagos. Les ministères de l'énergie du Nigeria, de l'Algérie et de l'Angola ont confirmé simultanément la fermeture des conduites principales vers l'Europe. En quelques minutes, la pression dans les pipelines a chuté. Les alarmes se sont déclenchées dans les centres de surveillance allemands et italiens.
Les premières réactions politiques n'ont pas tardé. Berlin a déclaré l'état d'urgence énergétique. Paris a convoqué un conseil interministériel. Rome a activé un plan de rationnement. Sur le terrain, les conséquences ont été immédiates. Les industries automobiles et chimiques, fortement dépendantes du gaz africain, ont suspendu leur chaîne de production. Les bourses de Francfort, Milan et Paris ont plongé de plus de 7%. Dans les supermarchés, la peur d'une flambée des prix a déclenché des scènes de panique. Les chiffres sont éloquents. Une baisse moyenne de 30% de la production industrielle européenne en 3 jours. Une chute de 4% du PIB allemand prévu pour 2023. Pendant que l'Europe comptait ses pertes, l'Afrique, elle, tenait son premier sommet d'urgence énergétique à Abuja. Autour de la table, les ministres de l'énergie africains ont convenu d'un principe simple. Les ressources du continent doivent d'abord alimenter les foyers africains. Ibrahim Traoré, invité spécial de cette rencontre, a proposé un cadre de coordination régionale pour harmoniser les tarifs et favoriser les investissements publics-privés dans le solaire et l'éolien. Ce plan, soutenu par plusieurs pays du Sahel, marque une rupture. Pour la première fois, les États africains parlent d'une seule voix dans un dossier stratégique. Les réactions extérieures n'ont pas tardé. Washington a offert un soutien technique limité. Bruxelles, de son côté, a proposé une mission de dialogue énergétique, vite perçue comme une tentative de contrôle. Sur les réseaux sociaux, le mot dièse « Africa Turns Off Europe » a enflammé la toile. En 24 heures, il a été repris des millions de fois. Dans les rues d'Abidjan, de Bamako ou de Dakar, des manifestations de fierté nationale ont célébré cette décision comme un acte d'émancipation collective. Mais la tension monte. Les navires méthaniers détournés, les contrats suspendus, les promesses de négociation restées lettres mortes. Tout cela alimente une volatilité inédite. À Paris, des files de voitures s'allongent devant les stations-service. À Ouagadougou, les lampadaires solaires s'allument pour la première fois dans certains quartiers populaires. 2 continents, 2 réalités inversées. Le point de rupture est franchi. Le monde découvre qu'une seule vanne, au sud du Sahara, peut redéfinir la carte du pouvoir énergétique mondial. Le contraste entre les 2 continents se mesure désormais en chiffres froids, implacables. Avant la coupure, l'Europe importait près de 45% de son gaz depuis l'Afrique. 48 heures plus tard, ce flux est tombé à moins de 5%. En Allemagne, la consommation industrielle de gaz a chuté de 40%, provoquant une baisse immédiate de la production manufacturière estimée à 12 milliards d'euros sur un mois. Le ministère de l'économie prévoit une contraction de 4% du PIB annuel, du jamais vu depuis 2008. En France, les aciéries et les usines chimiques ont ralenti de 15%, tandis que les indices boursiers ont perdu 8 points en 2 séances. À Milan, le secteur automobile a suspendu près de 35 000 emplois temporaires pour éviter la faillite. Chaque chiffre raconte la même vérité. La dépendance énergétique de l'Europe n'était pas une fragilité cachée, mais une faille structurelle. Côté africain, la bascule s'écrit aussi en données positives. En 2022, environ 5 millions de foyers supplémentaires ont été raccordés au réseau électrique, une progression de 12% en un an. Les investissements dans les infrastructures locales ont bondi de 3 milliards de dollars, notamment au Nigeria et en Algérie, où de nouveaux partenariats solaires voient le jour. Ibrahim Traoré insiste, ces gains ne sont pas des victoires temporaires, mais les premiers indicateurs d'une révolution durable. L'Afrique ne se contente plus d'exporter, elle convertit ses ressources en pouvoir domestique. L'Agence internationale de l'énergie confirme, avec une répartition plus équitable des revenus, le continent pourrait couvrir 100% de la demande énergétique régionale d'ici 2030. Les courbes le prouvent. Pendant que l'Europe recule, l'Afrique avance. Mais derrière ces données se cache une tension morale. L'Europe découvre que son confort reposait sur une sous-électrification systémique du Sud. L'Afrique, elle, apprend à transformer ces chiffres en politiques concrètes. Les économistes parlent d'un choc symétrique. Les pertes européennes équivalent presque aux gains africains. Dans les rapports du FMI, un avertissement figure déjà. Une décennie perdue menace l'industrie européenne si la dépendance énergétique n'est pas repensée. Les chiffres sont clairs. La leçon aussi. L'énergie n'est plus une marchandise neutre, mais un instrument de justice géopolitique. Et pour la première fois, le centre de gravité des nombres penche vers l'Afrique. 2 visions s'affrontent aujourd'hui, mais chacune se fonde sur une logique rationnelle. D'abord, selon les industriels européens, la dépendance au gaz africain n'est pas une faiblesse,
mais une interdépendance bénéfique. Ils affirment que les revenus générés ont permis la stabilité de nombreux États africains et que rompre brutalement ces échanges mettrait en péril des millions d'emplois. Leur argument repose sur l'idée d'un équilibre mutuel. L'Afrique exporte, l'Europe investit, chacun y trouve son compte. Ensuite, pour les leaders africains, cette interdépendance n'a jamais été qu'une dépendance à sens unique. Les prix dérisoires, les contrats inéquitables et le manque de transfert technologique ont transformé le partenariat en exploitation. Ibrahim Traoré le répète, la coopération sans équité est une forme de domination. L'Afrique veut rompre ce cercle pour construire une autonomie réelle. Entre ces deux récits, les faits s'imposent. Les données économiques montrent qu'en 20 ans, l'Europe a capté plus de 65% de la valeur ajoutée issue des ressources africaines. À l'inverse, les pays producteurs n'ont conservé que 15% des bénéfices, souvent réinvestis dans des structures administratives fragiles. Les défenseurs du statu quo invoquent la stabilité mondiale. Les partisans du changement invoquent la dignité. Mais le véritable débat dépasse la question énergétique. Il s'agit de savoir qui fixe les règles du jeu dans un monde post-colonial. En opposant ces deux logiques, on révèle une vérité partagée. Sans réforme structurelle, ni l'Europe ni l'Afrique ne pourront maintenir leur modèle. Le défi n'est donc pas de choisir un camp, mais de réinventer la relation. Une relation fondée sur la transparence, la co-innovation et le respect des ressources. Ce n'est plus un affrontement, c'est un test de maturité mondiale. L'Afrique allume la lumière, l'Europe découvre l'ombre. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'un sommet à Addis Abeba, a marqué le tournant du récit. En une seule ligne, elle résume le basculement symbolique. L'énergie n'est plus un privilège du Nord, mais un droit du Sud. Au milieu de la tempête médiatique, un fait nouveau s'impose. Plusieurs pays africains, jadis simples fournisseurs, deviennent des architectes de transition. Le Nigeria investit dans un corridor solaire sahélien, l'Algérie accélère ses partenariats hydrogènes, le Burkina Faso modernise ses réseaux ruraux. Cette transformation silencieuse échappe encore aux radars européens, trop concentrés sur la crise immédiate. Pourtant, les signaux sont clairs. En misant sur la production locale, l'Afrique crée son propre modèle énergétique, décentralisé et résilient. Au cœur de ce mouvement, il ne s'agit plus seulement d'une coupure, mais d'une inversion de paradigme. Ce n'est pas l'Europe qui sauvera son économie, c'est l'Afrique qui redéfinit les conditions de la survie collective. Et ce changement, commencé dans les chiffres, s'étend désormais aux consciences. Les répercussions de la décision africaine s'étendent désormais à 4 sphères majeures: nations, entreprises, citoyens, régions, chacune révélant une facette du nouvel ordre énergétique. D'abord, pour les nations. L'Allemagne, la France et l'Italie affrontent une récession technique, 4% du PIB en moyenne, plus 22% sur les coûts de production. Les budgets de transition verte sont suspendus pour financer l'urgence. À Bruxelles, un sommet extraordinaire discute déjà de l'autonomie énergétique européenne, concept ironique, né d'une dépendance dévoilée. En Afrique, le ton est différent. L'Union africaine propose un pacte énergétique continental, fondé sur l'investissement interne. Les États signataires s'engagent à consacrer 10% de leur budget annuel aux infrastructures électriques. Ensuite, pour les entreprises. Les géants industriels européens révisent leur modèle. Total Energies, Shell et Eni redéploient leurs capitaux vers l'Afrique pour regagner du terrain. De nouveaux acteurs émergent. Sociétés locales d'énergie renouvelable au Nigeria, start-up de stockage au Kenya. Ibrahim Traoré avertit, l'Afrique ne doit pas céder son pouvoir pour quelques contrats rapides. Son message rappelle que la maîtrise des ressources doit s'accompagner d'une stratégie de souveraineté. Puis, pour les citoyens. En Europe, les foyers ressentent le choc. Factures doublées, transports réduits, tensions sociales croissantes. Les manifestations Energy for All se multiplient. En Afrique, au contraire, l'accès à l'électricité s'améliore dans plusieurs zones rurales. Les habitants découvrent une fierté nouvelle. Alimenter leur village sans dépendre de l'étranger. Ce contraste nourrit un sentiment d'inversion historique. Enfin, pour les régions. Le Sahel devient laboratoire d'intégration énergétique. Des interconnexions se construisent entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, favorisant une mutualisation inédite des ressources. En parallèle, les pays côtiers comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire expérimentent l'exportation d'énergie transformée plutôt que brute.
Ces dynamiques convergent vers une conclusion. Le pouvoir n'est plus uniquement dans la ressource, mais dans la décision de l'utiliser pour soi. L'Europe, longtemps au centre du jeu, apprend à vivre sans privilèges. L'Afrique, longtemps périphérique, découvre la force tranquille de l'autonomie. Et dans ce nouvel équilibre, chaque kilowatt devient un acte politique. Les 12 prochains mois décideront de l'équilibre futur entre l'Afrique et l'Europe. 3 scénarios émergent déjà, chacun porteur d'un destin énergétique distinct. D'abord, le scénario de base, l'adaptation sous contrainte. L'Europe parvient à signer des accords temporaires avec le Qatar et les États-Unis, mais à des prix 3 fois supérieurs à ceux d'avant-crise. Les gouvernements subventionnent massivement les ménages, tandis que les industries réduisent leur cadence. L'Afrique maintient la pression diplomatique et exige des contreparties claires, investissements directs et transfert de technologie. Cette phase d'ajustement stabilise partiellement le marché sans le rééquilibrer vraiment. Ensuite, le scénario optimiste, le partenariat réciproque. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré et de l'Union africaine, un pacte vert est signé. L'Europe finance des projets solaires, hydrogène et stockage à hauteur de 20 milliards d'euros en échange d'une sécurité d'approvisionnement régulée. L'Afrique obtient un accès accéléré à la technologie et à la formation. Les deux continents réduisent leurs tensions. La production repart et une croissance partagée s'installe. L'énergie devient instrument de coopération, non de domination. Enfin, le scénario pessimiste, la rupture prolongée. Aucun accord durable n'est trouvé. L'Europe, fragilisée, entre dans une récession longue. Ses chaînes industrielles se désagrègent. L'Afrique, faute de coordination, voit certains États céder à la tentation d'accords bilatéraux défavorables. Les marchés mondiaux se fragmentent, les prix explosent, la méfiance s'installe. Au centre de ces trajectoires, une constante demeure. Sans refonte des règles, la crise énergétique se répétera sous d'autres formes. Ibrahim Traoré l'a résumé ainsi. Ce n'est pas une guerre du gaz, c'est une guerre de vision. Car ce qui se joue, au fond, n'est pas la survie d'un système, mais la naissance d'un autre. Cette crise énergétique, au-delà des chiffres et des stratégies, parle d'abord aux gens. En Europe, elle réveille une angoisse collective, celle de découvrir que le confort n'était qu'un prêt invisible, contracté auprès d'un autre continent. Dans les foyers, on apprend à chauffer moins, à consommer différemment, à questionner un modèle fondé sur l'abondance. Ce renoncement forcé devient un miroir social. En Afrique, c'est l'inverse. On allume la lumière pour la première fois dans des villages oubliés. Les enfants étudient le soir, les commerçants prolongent leur activité, les familles ressentent la puissance symbolique d'une ampoule allumée par leurs propres ressources. Entre ces deux réalités, une leçon commune apparaît. L'énergie façonne la dignité. Ibrahim Traoré insiste sur ce lien humain. Celui qui dépend d'autrui pour sa lumière finit par dépendre pour ses choix. Cette phrase touche bien au-delà des frontières politiques. Pour les jeunes Africains, elle devient un slogan de fierté. Pour les Européens, un rappel d'humilité. La question n'est plus seulement économique, elle est morale. Que vaut la croissance si elle repose sur l'obscurité des autres? Dans les deux continents, un même mouvement s'esquisse, celui d'un éveil de conscience. Car au fond, cette histoire d'énergie n'est que le reflet de notre besoin de justice. Pour transformer cette crise en opportunité durable, l'Afrique et l'Europe doivent passer des discours aux actes. Première étape, réformer les contrats énergétiques hérités du passé. Chaque nouvel accord doit inclure une clause de transfert technologique et un pourcentage minimal de revenus réinvestis localement. Deuxième étape, électrifier massivement le continent africain. L'Union africaine propose un plan de 10 000 mégawatts solaires à déployer d'ici 2030, coordonné par une agence commune. L'objectif, alimenter 100 millions de foyers supplémentaires. Troisième étape, former la main-d'œuvre locale. Universités, centres techniques et programmes d'apprentissage doivent produire les ingénieurs de la souveraineté énergétique. Sans compétences nationales, aucune indépendance ne dure. Quatrième étape, encourager les partenariats croisés. L'Europe peut devenir alliée en apportant financement, innovation et certification environnementale plutôt que contrôle politique. Cinquième étape, instaurer la transparence. La gestion publique des ressources doit être auditable et partagée avec les citoyens. Ibrahim Traoré résume cette feuille de route d'une phrase « L'énergie ne vaut rien sans la justice qui l'accompagne ». Ce plan, s'il est mené avec cohérence, peut créer un cercle vertueux, prospérité, stabilité et respect mutuel. L'Afrique a déjà la ressource,
Il lui faut maintenant la méthode. Et c'est dans cette méthode, collective, transparente et audacieuse, que se jouera la véritable indépendance. Sous le ciel rouge du Sahel, les turbines tournent enfin pour l'Afrique. Les ingénieurs burkinabés, évoqués dans les débuts de cette histoire, observent leur réseau s'illuminer, symbole vivant du renversement qu'Ibrahim Traoré avait annoncé. Ce moment n'est pas qu'une victoire technique, c'est une renaissance morale. Ce que le monde a vu comme une crise, l'Afrique l'a transformé en affirmation. Dans le bruit des générateurs solaires, on entend autre chose, la promesse d'un continent qui se relève, lentement, sûrement, sans permission. En Europe, les lumières vacillent encore, mais une idée germe. Peut-être que le progrès n'est pas d'avoir plus, mais de partager mieux. Ibrahim Traoré l'a dit avec simplicité. Nous avons fermé un robinet, pas une porte. Cette phrase résume l'esprit d'un tournant historique. La rupture n'est pas une vengeance, c'est un rappel. Un rappel que la souveraineté ne se proclame pas, elle se prouve. Et dans la chaleur du soir africain, le bruit du vent sur les panneaux solaires sonne comme un hymne nouveau. Cette histoire n'est pas seulement celle des gouvernements, mais celle de chacun de nous. L'énergie n'est pas un privilège réservé à quelques nations, c'est un droit universel qui exige responsabilité et solidarité. Ibrahim Traoré nous invite à penser l'avenir autrement, non plus comme une compétition de ressources, mais comme une alliance d'équité. En Europe, cela signifie consommer avec conscience, exiger la transparence de ses dirigeants et comprendre que chaque kilowatt importé porte un coût moral. En Afrique, cela veut dire transformer la fierté en institution, la souveraineté en résultat tangible, la lumière en justice durable. Le dialogue entre les deux continents ne doit pas s'arrêter à la crise. Il doit ouvrir une ère de coopération lucide. Car si l'Afrique a fermé le robinet du gaz, elle a ouvert celui de la conscience mondiale. Alors, que chacun se pose la question, quelle part de lumière suis-je prêt à partager ?